Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence ce soir sur la thématique pourquoi et comment investir sur les marchés en 2018. Donc, nous avons une heure pour aborder cette question qui, je le sais, vous intéresse fortement. On a le plaisir d'avoir 4 intervenants aujourd'hui pour pouvoir échanger sur cette thématique. Donc Bertrand Alfandari, qui est directeur du développement en français, hein, c'est son poste à BNP Paribas Asset Management. Bonsoir. Nabil Berwag, qui est trader pour compte propre à Crescendo Capital. Crescendo. Deux fois dans le monde. Ah, très bien. Ah oui, j'ai vu le bon logo, mais très bien, excusez-moi. Louis Yang, rédacteur en chef du Café de la Bourse. Bonsoir. Et Benjamin Mouget, trader formateur. Bonsoir à tous. Très bien, oui. Très bien, donc sans plus tarder, on va commencer par le sommaire. Donc on va aborder rapidement des éléments par rapport au marché en 2017, les placements gagnants et les placements perdants. Ensuite, on abordera pourquoi investir sur les marchés en 2018, comment le faire, et une séance de questions-réponses, donc les 10 dernières minutes qui seront consacrées donc à vos questions. Donc des éléments pour commencer, légère remontée du nombre d'investisseurs individuels, donc on a connu une forte baisse ces dernières années du nombre de petits porteurs, on était à 6 millions autour de 2009, on est passé à 3 millions en 2016, on est remonté à 3,7 millions en 2017, donc, notamment grâce à la hausse des marchés ces dernières années. Alors, première slide sur la performance des fonds en euros. Donc une performance dont on peut le voir sur le graphique qui baisse d'année en année. Est-ce que vous avez déjà vu un commentaire sur cette performance, peut-être Louis, sur justement le déclin du fonds en euros depuis maintenant un peu plus de 15 ans? Oui, tout à fait. Si on aborde la question des placements perdants, très clairement, les fonds euros qui sont principalement composés d'obligations sont un placement perdant de 2017. Comme les placements bancaires qui aujourd'hui font 0,75% pour le livret A. Et au niveau des livrets bancaires, certaines banques proposent du 0,2%. Donc aujourd'hui, il faut prendre un minimum de risque. Et au niveau des fonds euros, au niveau des estimations pour 2017, on estime que la performance moyenne sera autour de 1,4, 1,5 net de frais. Donc, ce qui veut dire qu'on va retirer derrière les prélèvements sociaux qui sont prélevés tous les ans. On va être autour de 1,3%, et si on tient compte de l'inflation, ça veut dire que le fonds euro il rapportera rien en 2017. Donc, si on veut investir, il faut aller chercher la performance ailleurs. Bertrand, peut-être? Oui, moi je rajouterais juste un commentaire parce que je travaille aussi pas mal avec l'Allemagne. Avoir rien net, c'est déjà pas mal en fait. Je sais que ça me fait hérisser les poils sur la tête, mais c'est mieux que de perdre de l'argent. Et les Allemands, quand ils voient la rémunération de nos obligations et du fonds en euros notamment, ils sont agréablement surpris parce que eux, ils perdent de l'argent hors frais déjà. Donc ils doivent payer la banque pour des placements sécuritaires. Donc voilà, c'est juste pour, évidemment, on va expliquer pourquoi il est intéressant et important d'aller diversifier un portefeuille en allant sur des actifs risqués, mais déjà sur les actifs non risqués, on n'est pas les plus mal lotis en Europe. Oui, c'est vrai, je vais compléter effectivement ce point. Au niveau de l'assurance vie, c'est vrai que c'est un placement que beaucoup de nos voisins nous envient parce que c'est un placement qui est allié jusqu'à aujourd'hui ou ces dernières années une performance qui est garantie et en plus une liquidité. C'est-à-dire que le fonds euro, on peut sortir vraiment à tout moment. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu modifié dans le cadre de la loi Sapin 2. Donc vous avez sûrement pris connaissance. Donc c'est vrai que jusqu'à il y a 1 an ou 2, l'assurance vie était vraiment un des placements que nous enviaient beaucoup de nos voisins. Très bien, donc on va enchaîner sur cette fois-ci la performance des marchés depuis la crise. Donc sur un graphe qu'on a depuis 2008, en fin 2008, avec la crise des subprimes, on a vu d'ailleurs le crack. Peut-être un commentaire de Nabil, justement sur ces marchés. Donc c'est un graphe sur 10 ans.
Là, justement, on observe la deuxième plus longue série de hausse de tous les temps et le plus fort record de plus haut historique. Le précédent, il était de 63, là on l'a dépassé. On voit que les indices en action n'arrêtent pas de s'arrêter, ils font des plus hauts historiques à chaque fois. Là encore, le S&P et le futur qui est passé au-dessus des 2600. En fait, on voit que, comme ce qu'on a dit précédemment, les fonds euros, les obligations, ça ne rémunère plus. Donc, les investisseurs sont tous partis sur des actions. Il y a même des sociétés qui empruntent quasiment gratuitement et qui rachètent des actions qui gagnent plus avec des dividendes. Donc là, on voit que le marché s'auto-alimente. On a des plus historiques dans tous les sens. Ça va nous laisser présager de quelques changements en 2018. Et pour moi, c'est la grosse... c'est un peu... Acheter sur les plus hauts en ce moment, ça fait gagner. C'est la seule stratégie qui gagne, c'est acheter sur les plus hauts ou acheter sur les retours. Et ça revient tout le temps, tout le monde achète. Benjamin, sur la tendance. Oui, voilà, ça s'explique aussi déjà par un pétrole qui est très faible, des taux qui sont très bas, donc le marché ne peut que monter. Ensuite, on voit bien au niveau des pays européens qu'on va devoir faire sa retraite de plus en plus, et donc on aura moins de services de l'État qui vont couvrir notre vieillesse, et l'investissement en action, c'est la meilleure façon de pouvoir préparer sa retraite plus tard. Et comme on voit, on a des performances folles. Il y a des taux de collecte de la part des fonds qui sont du jamais vu. On ne sait plus quoi faire de tout l'argent qu'on a. Et donc, c'est pour ça que les marchés montent. Oui, Bertrand. Oui, moi, je rajouterais aussi deux éléments importants. Le premier, c'est celui de la volatilité. Tout ça s'inscrit dans une baisse très sensible des niveaux de risque sur les marchés actions. C'est quand même assez inédit aussi, historiquement, les niveaux de volatilité qu'on a aujourd'hui sur les grands indices boursiers. Et le deuxième élément, c'est que ce qui fait les volumes des marchés, ce ne sont pas les particuliers comme vous et nous, ce sont les grands investisseurs institutionnels. Donc c'est vrai que quand on dit que les investisseurs sont revenus sur les marchés des actions, si je peux me permettre, je pense que ce sont surtout les investisseurs institutionnels qui étaient restés en cash et en trésorerie pendant des années et qui ont décidé maintenant de revenir sur les marchés des actions. Je ne suis pas persuadé que les investisseurs particuliers soient encore revenus massivement sur le marché des actions. Très bien, et un focus aussi ici sur le spread qu'il y a entre le CAC 40 Total Return qui est en bleu et le CAC 40 classique, comme on le voit dans les médias. La performance et le poids des dividendes est quand même assez important sur le long terme. La différence, elle est simple, en 67% de performance quand on prend les dividendes réinvestis versus 19% sans les dividendes, donc quand même un poids des dividendes assez important dans la performance globale. On va maintenant s'intéresser au marché en 2017, donc vraiment on est sur aujourd'hui, avec le CAC 40, donc plus 10% depuis le début de l'année. Peut-être un commentaire, Benjamin, est-ce qu'on peut poursuivre cette tendance encore pour les semaines à venir? Alors là, on arrive sur des performances qui vont être un peu plus modérées, je pense, sur les prochaines semaines, mais qui vont toujours être soutenues. Il faut profiter des replis qu'on va observer, comme là on avait en début de semaine et la semaine dernière. Et là, on est remonté encore aujourd'hui vers 5400 pour aller chercher des plus hauts vers 5600, 5900. Je pense que c'est des objectifs qui sont atteignables raisonnablement. Après, plus loin, ça va être difficile de s'engager. Il faut voir un petit peu plus quelle politique la BCE et notre nouveau président Macron va nous proposer. Mais pour l'instant, je ne vois pas de risque ou de crainte sur le marché à court terme. Bertrand. Alors moi je ne vais pas parler du risque ou du potentiel de performance, parce que j'en sais strictement rien. Je vais surtout vous dire qu'investir sur le CAC 40, moi je ne vois pas vraiment l'intérêt pour un investisseur particulier comme institutionnel, sauf vraiment si vous pensez que la France va tirer son épingle du jeu au sein de la zone euro, au sein du monde, des marchés financiers internationaux. Et évidemment, là, si vous avez une conviction forte sur le marché français, investissez sur le CAC 40. Mais c'est vrai que les investisseurs français restent un peu collés à l'indice CAC 40, alors que l'idée, c'est quand même d'aller diversifier. Vous entendez ça partout, dans toutes les conférences, vous allez entendre 10 fois le mot diversification. La diversification, ça commence par la diversification de l'allocation d'actifs, évidemment, mais par la diversification géographique aussi. Donc, aller investir uniquement sur un indice français, en plus composé uniquement de 40 valeurs, donc le risque d'accident d'une des valeurs sur l'indice, il est plus élevé. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller sur des indices plus larges, du type Eurostoxx 50, ou un indice Europe, ou un indice Monde, pour diversifier vos risques. Après, si vous avez vraiment une conviction, vous pouvez aller évidemment sur des
sur des produits financiers qui répliquent l'indice CAC 40 ou mixer, si vous connaissez l'indice espagnol, l'indice italien, l'indice suisse, vous pouvez mixer les différents indices dans un portefeuille. Mais là, ça suscite aussi d'avoir des connaissances techniques en termes d'allocation d'actifs pour pouvoir changer régulièrement son allocation entre les différents pays. Alors là, derrière vous, justement, les gagnants, entre guillemets, de cette année 2017 en termes de secteur. Peut-être Nabil pour un commentaire. Donc on voit principalement le pétrole donc, qui est le seul secteur dans le rouge. Sinon, un bon comportement des biens de consommation de l'industrie et des services de collectivité, pour la France en tout cas. Là, c'est si on regarde sur la France, c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est qu'on a tendance à rester un peu trop collé au CAC. Moi j'ai travaillé chez JP Morgan, les produits structurés étaient faits principalement avec du S&P ou de l'Eurostoxx. Donc c'est vrai que quand on regarde le CAC, nous on ne traîne même pas dans notre salle de marché parce qu'il n'est pas assez liquide, il est trop volatile. Donc c'est vrai qu'on peut regarder bien sûr pour l'économie française. Là où je suis vraiment d'accord avec lui, c'est que par exemple, on peut tirer parti du CAC 40 s'il y a une news quand il y a eu les élections par exemple. Second tour, Macron, on se dit bon bah Macron-Le Pen, bon, bah, c'est bon, on peut l'acheter parce que ça va remonter. L'indépendance Catalogne, bon, bah, c'est pareil, on a vendu l'indice espagnol parce qu'on se dit là ça va décrocher. Rester focalisé sur le CAC, c'est pas forcément une bonne solution pour moi. Il vaut mieux regarder voilà, exactement, je regarde le S&P, je regarde le DAX plus que le CAC d'ailleurs, le S&P, le REX, je regarde beaucoup le Nasdaq parce que les valeurs du Nasdaq sont surnotées, surachetées, c'est un peu compliqué. En ce qui concerne les domaines ici, je ne sais pas sur mon téléphone, je vais vous exprimer. Désolé. En fait, je ne peux même pas les commenter vraiment parce que je ne regarde pas le CAC 40 plus que ça. Donc je peux dire que actuellement, pour moi, ça reste tout est très cher. Acheter des actions du CAC 40 en ce moment sur les plus hauts, je n'ai pas envie d'être dans mon appart, c'est de me dire je vais acheter et il y aura une correction, je vais me retrouver un peu le dernier de la classe. Donc je suis d'accord, pour l'instant l'investissement pour moi, quel que soit le domaine, à moins qu'il y ait une news qui vienne corroborer une idée, je reste un peu à l'écart du marché, même à l'inverse, je me prépare à mettre des shorts pour trader une correction. Alors Bertrand, sur la performance des marchés américains, alors là aussi par secteur, justement comment on peut essayer de jouer les marchés, les secteurs en particulier, peut-être avec des ETF spécifiques. Voilà, alors peut-être que le mot ETF n'est pas connu de tous. Celui qui est le plus connu en France, c'est le mot tracker. Donc c'est exactement la même chose. C'est un fonds qui va traquer, c'est-à-dire qui va suivre à la trace la performance d'indices. Donc il y a énormément d'indices dans le monde. Il y en a plus que d'actions cotées. Donc vous avez une large palette de possibilités d'investissement où vous pouvez aller sur des indices larges comme le S&P 500 aux États-Unis, 500 plus grosse capitalisation boursière américaine, mais vous pouvez aller aussi sur des indices larges européens, on les a mentionnés, l'Eurostoxx 50 ou des indices MSCI qui font partie des plus connus. Et puis après, on peut essayer de rentrer un petit peu plus sur des placements de niche, mais là c'est toujours pareil, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend du niveau de connaissance que l'on a. Si vous n'avez pas de temps à consacrer à votre portefeuille, ni la connaissance suffisante, prenez des indices larges. Ne rentrez pas dans des indices sectoriels, parce qu'après, savoir que le secteur pharmaceutique va surperformer le secteur agroalimentaire ou des biens de consommation en 2018, il faut quand même être assez calé et avoir tous les outils d'analyse financière pour comprendre ça et y consacrer du temps pour faire les arbitrages en temps et en heure. Donc je dirais, oui, il existe tout un tas de solutions d'investissement qui vont répliquer des indices sectoriels. Il y en a sur à peu près toutes les zones géographiques, surtout sur la zone euro, surtout sur les États-Unis. On va retrouver tous ces secteurs que vous voyez derrière moi sur les grandes zones géographiques. Après, attention, sauf si vous êtes spécialiste de l'industrie pharmaceutique parce que vous travaillez dedans et à ce moment-là, vous voulez absolument investir sur ce secteur-là, pourquoi pas. Si ce n'est pas le cas, ça reste quand même assez compliqué à gérer des positions sur des secteurs. Je voudrais compléter ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, ça a été vu à l'instant, les cours des actions sont élevés, mais je pense qu'il ne faut pas forcément ne rien faire. Ce que je disais tout à l'heure, les placements perdants, c'est les personnes qui n'ont pas investi ou qui sont restées sur du sans risque. Encore une fois, il y a différentes manières d'investir. Si on investit dans une optique moyen long terme, on a parlé du S&P 500. On va juste revenir parce qu'il y a eu différentes études, principalement américaines, qui ont été basées sur ça, qui ont analysé en fait la performance du S&P 500 sur des périodes très longues. Parfois, certaines études étaient basées même sur 100 ans. Et lorsqu'on prend
la performance de l'indice S&P 500, donc des 500 plus grandes entreprises américaines sur des laps de temps très longs, par exemple sur 100 ans, on sait que la performance, la rentabilité qui est générée, donc c'est deux choses, la rentabilité, c'est les dividendes plus la croissance de l'entreprise, donc l'évolution des cours. Les deux additionnés, on arrive à une performance autour de 9 à 10% par an. Ce qui veut dire que si on investit dans les actions sur du long terme, on arrive à générer un surplus de performance qui est très intéressant. Et si on réduit en fait le champ des études plus courtes, par exemple sur 10, 20, 30 ans, là la performance est un petit peu moins bonne, mais on est quand même autour de 7% sur du S&P 500. Donc ça veut dire que si vous comparez ça, je reviens sur l'histoire du fonds euro qui a fait que les Français affectionnent, bah vous voyez que entre un 2% et un 7% en prenant le risque, il y a des choses qui peuvent être faites. Après, je pense que la vraie question, c'est de comprendre le risque qu'on prend, qu'est-ce qu'on entend par risque et quel risque on est prêt à prendre. Je pense que la question est là. À la performance des actifs, donc les différentes classes d'actifs que vous retrouvez dans le tableau à gauche, principalement les marchés émergents qui ont été bien portés pendant une bonne partie de cette année 2017. Peut-être un commentaire sur les différentes classes d'actifs à privilégier pour cette fin d'année et pour le début 2018. Benjamin, peut-être? Je pense qu'il y a encore un petit peu de performance à avoir sur les actions. Après, vous pouvez aussi aller chercher de la performance quand on sera sur des niveaux très hauts en vendant ces actions et en essayant d'avoir des positions short. Ça, c'est possible avec les produits dérivés, par exemple. Le pétrole, je ne sais pas encore s'il va y avoir des opportunités, mais s'il continue à baisser, peut-être que sur 25, 30, il y a des niveaux intéressants. Après, sur les taux, je ne suis pas super confiant. Vous voyez également sur l'allocation d'actifs? En fait, moi je vais continuer sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que l'allocation d'actifs elle doit être déterminée en fonction de l'aversion au risque de chaque investisseur particulier. Ce qu'on entend par aversion au risque, on va dire c'est le goût du risque en fait. C'est-à-dire, généralement, j'aime bien présenter la rentabilité et le risque comme les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que plus on va prendre de risques, plus on va pouvoir espérer une rentabilité élevée. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à prendre du risque. Pour compléter ce que disait Bertrand, n'est pas prêt à prendre du risque, n'a pas le temps, n'a pas les compétences, etc. Donc il y a différentes raisons. Les objectifs aussi sont différents. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre les objectifs que vous avez, le risque que vous êtes prêt à prendre. Prenez pas position sur des placements qui vous empêchent de dormir le soir, par exemple. Et sur l'âge aussi, parce qu'il y a une question généralement d'allocation d'actifs par rapport à l'âge. Par exemple, certaines personnes vont conseiller de prendre un pourcentage en obligation, donc en sans risque, en fonction de votre âge. Par exemple, vous avez 30 ans, vous prenez 30% d'obligations et 70% d'actions. Parce que vous êtes encore jeune, votre patrimoine est en constitution, vous pouvez prendre le risque, vous pouvez entre guillemets vous refaire, alors que si vous avez 70 ans, à ce moment-là, il vaut mieux prendre 70% d'obligations et 30% d'actions, parce qu'il faut loquer la performance et avoir une retraite, par exemple. Bertrand? J'allais dire l'allocation d'actifs en 2018, pour moi, c'est un peu un non-sens, parce que l'allocation d'actifs s'inscrit sur le long terme. Une allocation d'actifs, c'est pour plusieurs années. Après, sur une année, on parle d'allocation tactique. Donc l'allocation d'actifs se construit sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas bouger en permanence à droite et à gauche en disant je passe d'un 50% produit de taux, obligations monétaires et 50% actions, à un 70% actions parce que j'ai l'impression que le marché actions va performer en 2018. Il faut garder un cap et ça c'est le plus important. Ceux qui réussissent dans les marchés sont ceux qui gardent un cap. Ceux qui donnent toujours un coup de barre à droite et à gauche parce qu'au vent des opportunités et des discussions et des conférences qu'il peut y avoir, je peux vous assurer que c'est le meilleur moyen pour générer de la sous-performance. Donc, gardez votre cap, définissez cette allocation d'actifs dans le temps, et ensuite, sur 2018, c'est de l'allocation tactique. Et de dire, bon alors, sur 2018, est-ce que c'est plutôt sur du marché américain qu'il faut aller, sur la zone euro? Est-ce que je joue un secteur en particulier? Est-ce que je dois m'exposer à un risque de change ou pas? Là, on va créer du tactique. Mais l'allocation d'actifs, elle est dite stratégique, et donc sur le long terme. Donc, créez votre pourcentage 50-50, 70-30, 80-20, comme vous voulez,
en fonction des critères que tu mentionnais, mais surtout garder ce cap. Très bien. Alors on passe maintenant au futur proche, donc 2018, avec cette question qui est un peu le fil rouge de la conférence. Pourquoi investir en 2018 alors que depuis le début de la conférence, vous nous dites que les marchés sont à des niveaux assez élevés. Pourquoi du coup investir en 2018? Qui veut commencer à répondre à cette question? Moi je veux bien, mais alors, je vais pas dire pourquoi investir en 2018, je vais pas répondre à cette question-là, je vais répondre à la question pourquoi investir. Donc je vais laisser mes camarades répondre à la question pourquoi en 2018, et pourquoi investir tout court. Pourquoi investir? Parce que effectivement, si on reste non investi, on va avoir du mal à toucher ce qu'il faut pour vivre décemment à l'âge de la retraite. C'est très simple. Donc il faut prendre du risque. Donc pour prendre du risque, il faut aller sur les marchés actions, donc il faut investir. Et ça, c'est valable en 2010, en 2011, en 2012, toute l'année, il faut investir, il faut prendre du risque. Après, c'est quelle dose de risque je mets dans mon portefeuille. Et pas, moi je dirais, pas plus en 2018 qu'en 2019, qu'en 2020, qu'en 2017 ou 2016. Investissez, tout court. Nabil? Pourquoi investir, c'est une bonne question. Moi, j'aurais plus de facilité à répondre comment investir. Mais, ça vient après, ça. Ça vient après, c'est pour ça que je ne voulais pas sauter les questions. Pour investir, il y a plusieurs choix. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu Sanofi, par exemple, qui à un moment donné a émis des obligations négatives. Parce que bon, c'était plus safe d'avoir son argent chez Sanofi que d'avoir à la banque. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent se poser comme question. C'est est-ce qu'on a bien fait de mettre notre argent à la banque dans un fonds ou alors le garder sous le matelas? Donc il y a toutes ces questions-là. Après, pourquoi investir? Moi, c'est mon métier, donc je le fais pour gagner ma vie. Chacun le fait pour ce qu'il doit faire. En 2018, est-ce qu'il faut investir plus qu'en 2017? Moi, je pense que oui. Je pense que 2018, il y aura plus d'opportunités. Pas forcément à la hausse, ça on y viendra après. Et donc, pour moi, il faut investir pour justement attraper ces opportunités qui vont arriver en 2018. Benjamin, peut-être? Je vois sur le slide les règles d'or, c'est très important. Vous en parliez tout à l'heure, vraiment de garder un cap. D'expérience de ce que j'ai vu, un mauvais plan suivi est toujours mieux qu'un bon plan pas suivi. Donc c'est très simple, il faut toujours essayer d'avoir une stratégie et de s'y tenir, de se poser un risque maximum, bien comprendre là où on veut aller, parce que si c'est pour que ça devienne une torture, c'est pas la peine. Si on n'arrive pas à dormir, c'est vraiment pas la peine. Et trouver, il y a tellement de produits en bourse, on l'a vu tout à l'heure, plein de marchés, trouver des produits qui vous correspondent. Et c'est là que vous allez générer de la performance et vous allez trouver des choses qui vous plaisent et vous allez pouvoir investir sereinement. En termes de valorisation, là, je vous ai mis cette fois le graphe de l'Eurostoxx 50, puisque c'est un indice que les institutionnels travaillent un petit peu plus. Justement, un indice dont on voit qu'il y a eu quand même une volatilité assez importante malgré tout, notamment fin 2015. Quelle est votre perspective justement sur les marchés actions européens? On les présente souvent comme avec encore un potentiel de performance par rapport au marché US. On a parlé si vous voulez. Donc l'Eurostoxx, c'est un produit qu'on traite tous les jours. Nous, notre approche d'intervention est différente, ça va être beaucoup plus long terme. Mais par contre, on est obligé d'être vraiment à l'affût de ce qui se passe. L'Eurostoxx, en ce moment, on peut voir sur même tous les produits Eurex, il y a une grosse baisse des volumes. Donc là, même si on voit que ça monte de plus en plus sans volume. Il y a 3 semaines, il y a une journée avec 250 000 échanges dans la journée, sachant que si on remonte 2 ans avant, c'était 2 millions d'échanges dans la journée. Donc c'était une des plus basses qu'on ait vues de toute notre carrière. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu. Maintenant, ça monte. Oui, ça monte. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont short, donc qui sont vendeuses, qui commencent à se repositionner acheteuses. En général, quand il y a ce genre de cas, c'est qu'on arrive près d'un top. On arrive près d'un top, peut-être qu'il y aura le gouffre juste après. Là, on est encore poussé par toutes les... Il y a la BCE qui injecte, les États-Unis ça injecte de partout. Là, peut-être qu'il y aura la taxe réforme qui va jouer quelque chose. Maintenant, voilà, est-ce que c'est à son plus haut niveau? Je pense que ça peut encore monter jusqu'à la fin de l'année. Parce que là, on voit que les acheteurs, ils ont fait un petit trou, ils sont descendus sur le futur à 3530. Et aujourd'hui, ils sont remontés à la figure, donc à 3600. Donc je pense que là, ça va remonter encore un petit peu, c'est possible, ça va vivoter, toujours avec des volumes très faibles. Bon, là, c'est Black Friday et Thanksgiving, donc il n'y a pas grand monde, les US sont fermés. Donc voilà, pour moi, c'est des configurations de marché qui sont... elles sont assez moches quand même. Elles sont assez moches. On est sur les plus hauts, est-ce qu'on veut acheter les plus hauts? Ça, c'est au bled de chacun. Ça. Alors on parle souvent du soutien de banque centrale justement. Vous avez derrière vous le graphique avec l'évolution des taux.
peut-être lui un diagnostic un petit peu sur le soutien de ces banques centrales qui, on voit aux États-Unis un relèvement des taux progressif, mais en Europe on reste toujours à zéro. Alors effectivement, avant de répondre à la question, je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on est sur des plus hauts, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas investir, parce que dans une optique long terme, il faut investir, il faut diversifier. Donc effectivement, il y a la diversification en termes de classe d'actifs, sectorielle, géographique, mais il y a aussi une diversification temporelle. Ce que j'entends par temporelle, c'est qu'il faut investir au fur et à mesure, régulièrement. Ça permet de lisser la performance. C'est vrai que si on est dans une optique court terme, on doit être à l'affût de la volatilité, à l'affût de l'actualité, des annonces, en fait, ou de l'analyse graphique ou technique. Ça dépend des différentes stratégies de chacun pour prendre ses décisions. Mais lorsqu'on est sur un horizon d'investissement plus long, ce qui est important, c'est d'investir régulièrement sur le marché action parce qu'il y a de la performance sur du long terme qui est générée par des entreprises. Donc je pense que la performance elle est obtenue en possédant des entreprises et pas forcément en négociant des entreprises. Voilà. Très bien. Donc, du coup, on va passer à ta question, Nabil. Comment investir en 2018 ? Donc on a plusieurs points à aborder sur cette deuxième partie de la conférence. Notamment avec un focus qu'on voulait mettre sur les ETF, puisqu'on voit que ces produits, cette gestion passive, arrive à battre bien souvent des gérants actifs, et également un focus sur comment protéger son portefeuille en cas de baisse des marchés. Donc les deux points un petit peu saillants de cette seconde partie. Peut-être Bertrand pour commencer sur peut-être présenter les ETF, les avantages de ce type de produit. Bien sûr, donc les trackers, on va les appeler trackers, je pense qu'ils sont mieux connus comme ça. Donc ce sont des fonds qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers en France, donc exactement comme n'importe quel autre fonds commun de placement, c'est ce qu'on appelle des UCITS. Donc ils sont éligibles à l'assurance vie, on peut les loger dans un PEA ou un compte titre ordinaire, et ils vont répliquer la performance d'un indice boursier. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a des indices très connus comme le CAC, comme le S&P 500, comme l'Eurostoxx 50, mais vous avez des indices très très pointus, très spécifiques, thématiques. Il y a beaucoup d'indices aussi ISR, ce qu'on appelle investissement socialement responsable, qui vont respecter des critères environnementaux pour l'essentiel. Donc vous pouvez investir sur des indices sectoriels, sur des indices sur l'immobilier coté, sur le secteur des infrastructures, vous pouvez investir sur les pays émergents. Bref, je vous disais, il y a plus d'indices que d'actions cotées. Donc je ne vais pas vous dire tout ce qui existe, mais vous trouverez toujours chaussures à votre pied avec un tracker. Le grand avantage du tracker, c'est que c'est très simple à comprendre. Voilà, l'indice fait 10%. On a 0,3% de frais de gestion annuels sur un tracker en moyenne. Bah, si l'indice fait 10%, le tracker fera 10% moins 0,3%. Donc c'est très très simple à comprendre et c'est très très simple à utiliser aussi puisque vous allez acheter un tracker en bourse exactement comme une action. Parce que le principe même du tracker, c'est que c'est un fonds coté en bourse. À l'inverse des autres fonds communs de placement que vous pouvez avoir dans vos contrats d'assurance vie, là, vous êtes sur des fonds listés en bourse sur Euronext Paris que vous pouvez négocier à n'importe quel moment de la journée pendant les ouvertures de cotation de la bourse, c'est-à-dire de 9h à 17h30. Donc ça, c'est un énorme avantage, c'est ce qui s'appelle la liquidité sur les trackers. Donc n'oubliez pas qu'il faut rester investi, on va dire, il faut avoir un objectif d'investissement plutôt à moyen, long terme quand même quand on va sur ces produits d'investissement. Certains font du trading, vont faire des allers-retours dans la journée ou sur quelques jours. C'est pas la vocation première de ces produits financiers. Autre chose, donc ils sont éligibles au PEA, pas pour, je dirais pour la plupart, donc 2/3 de notre gamme BNP Paribas Easy, c'est le nom de notre gamme, est éligible au PEA. Donc évidemment, on va retrouver des fonds actions européennes, des trackers sur des actions, des indices européens qui sont tous éligibles au PEA. Mais vous pouvez aussi retrouver des indices sur des pays émergents ou des indices ou des trackers sur indices américains qui sont eux aussi éligibles au PEA. C'est-à-dire que vous pouvez aussi diversifier votre PEA sur des zones géographiques en dehors de l'Union européenne grâce aux trackers. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
Autre point, les frais de gestion sont assez modérés, 0,30%, 0,3% par an en moyenne. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de droit de sortie. Vous paierez les frais de courtage de votre intermédiaire financier exactement comme sur une action. Donc voilà, si vous avez l'habitude d'aller sur des actions, c'est exactement le même type de tarification. Le dividende, on en a parlé tout à l'heure, si vous voulez absolument recevoir le dividende de l'indice, vous pouvez, vous sélectionnez un tracker qui va proposer une part D pour distribution. Donc la plupart de nos trackers vont proposer une part D et une part C pour capitalisation. Donc le tracker par C va capitaliser les dividendes semestre ou trimestre après trimestre, et le tracker par D va les distribuer aux porteurs de parts. Le conseil que je vous donnerais, c'est ne sélectionnez pas forcément des parts D. On est assez attaché aux dividendes. Bon, le dividende moyen, je pense qu'il est de 2,5%, entre 2,5% et 3% sur l'indice français. Je pense qu'on doit être en 2,6, 2,7 ou quelque chose comme ça. C'est bien de toucher 2,5, 2,6% de taux de dividende, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ce cash qu'on reçoit si on a décidé de choisir une part distribuante du tracker? Donc, moi, je conseillerais plutôt d'aller sur des parts qui capitalisent. Vous ne vous en occupez pas. À chaque fois, ce qu'il faut viser, c'est le confort de vie aussi. Hein. Voilà, on n'a pas tout le temps le temps. Bon, peut-être que dans la salle, j'imagine qu'il y a des passionnés. Si vous êtes passionné, que vous voulez absolument toucher 30 € par trimestre de dividendes sur tel et tel SICAV, faites-le, si ça vous tient à cœur. Si ça vous est égal, n'allez pas vous embarrasser à recevoir du cash et vous dire qu'est-ce que je vais faire de cet argent que j'ai reçu sur le solde d'espèces de mon PEA. Je le laisse sur mon solde d'espèces, je le réinvestis, mais si je le réinvestis sur quoi? Et si je réinvestis, évidemment, il y a des frais de réinvestissement, parce que vous allez repayer des frais de courtage. Donc mon conseil serait d'aller plutôt sur des parts C. Donc voilà comment fonctionnent les trackers. Ce sont des produits listés en bourse qui répliquent la performance de nombreux indices boursiers. Voilà, vous avez de nombreux émetteurs un peu partout dans le monde. C'est un marché en pleine évolution, mais je pense qu'on le verra sans doute plus tard. Et puis, mon dernier conseil, mais c'est un conseil d'ordre général, c'est n'oubliez pas, on a parlé de risque, on a parlé du risque en allant sur le marché des actions. Voilà, on sait tous qu'aller sur le marché des actions, c'est risqué. Bon, donc, mais si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à l'entreprise, au monde de l'entreprise et à ce risque, et vous êtes prêt à le prendre. Mais il n'y a pas que ce risque-là, il y a aussi le risque de change. C'est un des risques aussi essentiels d'un investissement en bourse. Donc, on a parlé de l'Eurostoxx 50 tout à l'heure, qui est un indice sur la zone euro, avec 50 grosses capitalisations boursières de la zone euro. C'est un excellent indice. Alors, moi, je ne sais pas quel est le potentiel de l'Eurostoxx sur 2018, mais en tout cas, c'est un excellent indice puisqu'il est diversifié sur toute la zone euro, sur tous les pays de la zone euro, et vous n'avez change. Et ça, je dirais que c'est le maximum qu'on puisse faire dans la poche diversification géographique, c'est d'aller sur la zone euro sans rajouter un risque de change au risque du marché des actions. Dès lors que vous allez sur des indices européens, vous avez un risque de change. Je vous rappelle que la différence entre l'euro et l'Europe, c'est essentiellement la Suisse, la Grande-Bretagne et la Suède. Et donc, je dirais qu'il y a à peu près un tiers de la capitalisation boursière d'un indice européen qui est constitué de la Grande-Bretagne, de la Suisse et de la Suède. Donc vous avez le risque de change sur un tiers de votre placement en allant sur un indice européen plutôt qu'en allant sur un indice de la zone euro. Donc privilégiez les indices zone euro parce que anticiper les évolutions des marchés actions, certains s'y exercent et c'est quelque chose de déjà très compliqué, mais anticiper les mouvements d'échange, c'est quelque chose d'encore plus complexe. Donc n'allez pas vous embarrasser avec un risque supplémentaire de change. Nabil, peut-être sur justement les produits qu'on peut utiliser pour gérer le marché quand on a un particulier, donc pas forcément un professionnel, mais quels sont les produits qu'on peut utiliser en dehors des actions classiques? Les ETF, c'est parfait. Il y a pour les actions, on peut arrêter, vendre, le service, c'est parfait. Les futurs, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour un particulier au début. On ne peut pas se lancer sur les futurs comme ça. On a beaucoup maintenant de produits qui se lancent. Moi, personnellement, je ne conseille pas forcément. Mais c'est vrai que déjà, avec ce qu'on a abordé là, il y a largement de quoi faire. Ça n'a rien d'aller essayer de trouver des performances sur des produits, sur les options, aller sur les futurs. Vous allez vous perdre. Donc ça dépend vraiment de l'investissement que vous avez en tête. Si votre but c'est de faire un portefeuille, vous le gardez sur du long terme,
si vous faites un portefeuille bien construit, avec une bonne corrélation voilà, une bonne corrélation et tout ça, vous restez sur des actions, sur des trackers. Les turbos, pour moi, le problème, c'est que les frais sont trop chers, parce qu'on trouve aussi, ça c'est sur du court terme, c'est un peu sympa. Avec les actions, les ETF, vous avez largement de quoi faire, et vous pouvez impliquer ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre vendeur, acheteur, pas vendeur sur les ETF, parce que c'est content. Donc, voilà. Alors Benjamin, comment se protéger face à une période baissière sur les marchés? Alors, quand on a un compte titre, quand on a un PEA, donc les solutions, les situations sont un peu différentes. Quels sont, toi, les produits que tu utilises, les solutions que tu utilises pour protéger un portefeuille long? Alors, c'est des solutions un petit peu complexes quand on n'est pas initié, mais justement, je vous parlais d'acheter jusqu'à la fin de l'année et qu'après, peut-être partir sur une allocation un peu plus en option. En gros, on va continuer à acheter par exemple l'indice que vous voulez, du CAC 40 ou de l'Eurostoxx. L'Eurostoxx c'est un peu mieux parce qu'il est très liquide et les options dessus sont beaucoup plus liquides aussi. Et d'aller chercher des puts, en gros c'est des options qui vont vous donner un droit de vente dans le futur à l'échéance. Et donc si le marché se met à baisser, vous pourrez vendre l'indice entre guillemets à un prix un petit peu plus préférentiel que le prix de marché si votre opération a bien fonctionné. L'avantage des options, c'est que la volatilité est prise en compte là-dedans. Et on parlait tout à l'heure que la volatilité est très très faible. On est autour de 10 sur le CAC. On va être à 8-9 sur le S&P. Parfois 12 dans les moments les plus fous de 2017. Mais c'est très très faible. Et avec des options, vous allez pouvoir en fait bénéficier de cette hausse de la volatilité qui va être inclue un petit peu dans le prix de l'option. C'est-à-dire que si le marché perd par exemple 1000 points et que la volatilité passe de 10 à 40, ce qui est totalement possible quand on va perdre 1000 points, là votre option elle va faire x3, x4 sans souci. Et c'est des produits sur lesquels vous savez déjà la perte que vous pouvez encourir, c'est juste le prix de la prime que vous allez payer sur l'option. Mais c'est des produits encore un petit peu compliqués, donc faites attention, renseignez-vous bien si vous voulez travailler dessus, mais à part ça, je ne vois pas ce qui peut protéger de la hausse. Louis, peut-être Oui, en fait, il y a différentes possibilités en fonction de ce que vous voulez faire, de vos compétences. Pour revenir sur les options, oui, on peut acheter un put, mais il y a aussi d'autres stratégies. On peut vendre, il y a une stratégie qu'on appelle le cover call en option, c'est-à-dire on vend les calls sur des actions qu'on a en portefeuille, ça permet de se protéger, mais là, encore une fois, c'est une stratégie plutôt complexe. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de mettre en place ce type de stratégie, il y a des trackers qu'on appelle des trackers bear. Certains sont même éligibles au PEA, c'est-à-dire que lorsqu'on achète ces trackers bear, admettons que vous avez un portefeuille constitué principalement de valeurs du CAC 40, vous ne souhaitez pas vendre parce que vous anticipez une correction temporaire, vous pouvez acheter un tracker bear. C'est-à-dire que si le CAC 40 perd 2%, votre tracker va gagner 2%. Il y a même des trackers bear avec un effet de levier. Donc pour un investisseur particulier qui a envie de se couvrir de manière simple, ça peut être une solution. Et après, sur les solutions plus complexes, voilà, il y a les options, il y a les futurs. Il y a une palette très large, il y a aussi les turbos, mais c'est vrai que c'est cher, il y a les leverage. Encore une fois, ça dépend vraiment des compétences et des envies de chacun. Bertrand, justement, sur les trackers bear Oui, alors avant de parler des trackers bear, c'est vrai qu'on a parlé des turbos, des parents, des options. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas ces noms barbares, j'imagine que c'est 90% d'entre vous dans la salle. Moi, j'étais responsable de cette activité-là chez BNP Paribas pendant quasiment 10 ans, donc je connais bien ces produits. Honnêtement, je ne vais pas cracher dans la soupe maintenant que j'ai quitté cet univers-là, mais j'avais en face de moi des investisseurs aguerris qui ont du temps, qui sont outillés, qui ont les outils informatiques qu'il faut pour suivre les marchés, pour comprendre l'analyse graphique, qui ont une sorte de passion pour ces mouvements erratiques des marchés quotidiens. Si ce n'est pas votre cas et que vous êtes juste en train de vous poser la question comment investir votre argent sur les années qui viennent, ne vous intéressez absolument pas à ces produits, c'est pas fait pour vous. Et c'est le cas aussi pour les trackers bear ou les trackers à effet de levier. Ce sont des produits qui sont compliqués, c'est un effet de levier quotidien. C'est pas un effet de levier, parce que l'effet de levier sur les trackers maximum, c'est 2. Donc ça veut dire quoi l'effet de levier? Ça veut dire que si vous êtes sur un placement haussier et que la performance de l'indice sous-jacent est de 1% et que vous avez un effet de levier,
vous, le produit performera de 2%. Voilà, c'est très simple, et si vous avez un produit baissier et que le marché baisse de 1%, vous aurez une performance de 2%. Mais cet effet de levier de 2, il est uniquement aujourd'hui. Et l'effet de levier de 2 sera lundi et mardi. Mais il n'est pas du tout sur un horizon de temps de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et l'inconvénient, c'est que les investisseurs vont sur ces trackers avec des effets de levier ou sur des leverage ou short pour des produits un peu plus compliqués encore et des leviers encore plus élevés, parce qu'on peut aller jusqu'à 15. Mais ils restent positionnés plusieurs mois, voire plusieurs années. Et après, quand ils voient que l'indice a fait 10% et qu'ils avaient pris un produit aussi avec un effet de levier de 5 et que leur placement il a baissé, alors qu'ils s'attendaient à avoir une hausse de 50%, 5 fois 10, et qu'ils se rendent compte que c'est moins 5, moins 10% qu'ils ont, ils ne comprennent pas. Donc, ne rentrez pas forcément là-dessus. Juste, pardon, pour vous dire, moi, ma solution, je vais être exprès provocateur, si vous voulez vous couvrir, sur le court terme, ne faites rien. C'est la solution. Ne bougez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On entend des bruits, tout ça, ce sont des bruits. La volatilité, c'est du bruit. La volatilité, c'est la quantité d'incertitude qu'il y a dans le marché. Donc c'est du bruit. Donc ne vous fiez pas forcément à ce bruit sur le court terme si vous n'êtes pas outillé pour. Donc ne faites rien, ne bougez pas, gardez votre cap. En revanche, si vous pensez que c'est un mouvement baissier de moyen terme, c'est-à-dire qu'il va durer 6 mois, 1 an, 18 mois, mettez-vous en cash. Vous vous dites, là j'étais investi, mettez-vous en espèces, enfin ne faites rien du tout. C'est-à-dire que vous retirez votre argent des marchés actions pendant 1 an et demi, si vous pensez que ça va durer 1 an ou 1 an et demi, parce qu'il y a un risque géopolitique énorme. Et c'est le meilleur moyen, on va dire, de se prévenir contre un risque. Benjamin, avant la séance de questions-réponses. Alors juste pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, faites attention avec les banques de coach, je parlais d'acheter des puts là où votre perte elle va être limitée à votre investissement, c'est-à-dire que vous mettez 200 €, si votre put il n'est pas exerçable à la fin, donc le marché n'a pas assez baissé, vous perdez juste 200 €. Avec une vente de call, vous allez être en perte illimitée et c'est vraiment beaucoup plus compliqué à gérer, donc c'est encore plus compliqué. Sinon, peut-être une solution alternative, ça peut être d'acheter de l'or pour se couvrir, mais bon, en ce moment c'est un peu moins corrélé, mais ça peut être une solution alternative pour se couvrir de la baisse des marchés. Mais en ce moment, c'est quand même un peu moins corrélé. L'or monte pas forcément quand les marchés baissent, donc attention aussi un petit peu. Et je parle aux traders pour terminer avant les questions-réponses. Quel est votre objectif de cours sur les principaux indices à horizon 2018 ou fin 2018 Nabil, peut-être? Ça, c'est compliqué quand même à dire. On peut voir que alors Goldman Sachs, Credit Suisse sont tous mis acheteurs. Par exemple, sur le S&P, ils disent que ça va aller à 2008. Là, c'est en ce moment, tout le monde retourne sa veste. Goldman Sachs, il y a 2 mois, ils disaient que ça va se casser la figure. Là, ils vont retourner leur veste en même temps que les Suisses. On dit maintenant ça va aller à 2008 sur le S&P, qui actuellement, pour ceux qui ne suivent pas, quasiment 2006. Moi, j'ai toujours le même ressenti. Je pense que ça peut encore monter. Comme on dit, la taxe réforme, il y a 80% qu'elle passe. Si elle passe en début d'année, ça va donner un petit coup de pouce au marché. Mais après ça, une fois que les vendeurs sont positionnés acheteurs, tout le flux s'est fait. Pour moi, on est dans le même effet que l'effet, ce qu'on appelle nous dans la salle de marché, c'est l'effet Volkswagen. C'était Volkswagen, elle était à 60, on commençait à l'acheter, ça a commencé à péter les hauts, 200, 300, donc on dit 300 c'est trop cher, faut vendre. Les mecs vendaient, et ça se retrouve à 500, les mecs qui ont vendu l'ont racheté à 500, ceux qui ont vendu à 500, ils sont obligés de leur vendre à... Voilà, le truc ça s'est monté jusqu'à 1000. Tout le monde s'est fait, alors là c'était le carnage général, le bain de sang. Donc là pour moi on est dans un truc où ça s'alimente parce qu'il y a du QE, il y a plein de choses. C'est pas à un moment donné, il faut juste un catalyseur. Pour moi, c'est ça. Le catalyseur, c'est quoi? Donc voilà, je pense que ça peut encore monter. 2008, c'est quand même long, on ne sait jamais. Le catalyseur, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que ça va être Trump qui va dire une connerie? Il le dit souvent. Est-ce que ça va être, je sais pas moi, Uber qui fait faillite? Uber, c'est un des plus grosses sociétés. Elle n'a jamais fait un copec. Elle perd 6 milliards, je crois. Est-ce que ça va être une banque comme Bernstein qui a fait faillite, personne n'attendait? L'Islande qui a fait faillite? On ne sait pas. Donc pour moi, voilà, je suis persuadé qu'il y aura un catalyseur. Peut-être mi-2018, voilà. En attendant, les cours, ils peuvent continuer à monter, comme ils le font actuellement, et voilà. Le cours à combien en 2018? Exactement. Non, mais déjà, je suis même pas sûr qu'il monte, c'est ça le problème. Comme l'a dit, et justement, moi, c'est ce que je dis souvent dans la salle de marché, c'est ne pas trader, c'est savoir trader. C'est-à-dire que être tout le temps essayer d'être dans les marchés, c'est pas forcément productif. Parce qu'on il y a un risque concret d'être dans les marchés. Je peux voir Corée du Nord qui dit une connerie aussi, il en dit aussi. Voilà, les marchés s'effondrent. Donc il peut y avoir un catalyseur, je ne sais pas ce que ça va être.
Pour l'instant, ça prend son chemin, ça colle les hauts, ça ne s'arrête plus. Donc là, on voit bien qu'il y a des shorts qui se remettent acheteurs, les marchés, il n'y a plus de correction. Et petite correction qu'il y a, ça repart tout de suite à la hausse, on peut faire des nouveaux plus. Donc je pense que ça peut monter, voilà, de 2008 sur le S&P, c'est pas impossible. Le Stoxx, peut-être qu'il va retourner à 3007. Benjamin, quelques mots avant les questions-réponses. Donc oui, il y a encore un petit peu de potentiel de hausse sur le CAC 40, je dirais à peu près jusqu'à la moitié de 2018, parce qu'on a beaucoup de dividendes qui sont distribués dans les premières parties, dans les 6 premiers mois, et après on a beaucoup moins de dividendes, et là les institutionnels sont plus enclins à lâcher leurs actions en général, donc il faudra être très vigilant, justement ce que Nabil vous parlait, des catalyseurs de fin et mi-2018 à la baisse, pour voir. Et ce que je vous disais, c'est essayer de vous couvrir avec les différents produits qu'on a évoqués aujourd'hui. Très bien, donc on va passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc vous avez monsieur qui a un micro, levez bien la main et on vous donne le micro pour que tout le monde puisse entendre. Bonjour messieurs, supposons que je prenne un ETF sur le S&P 500 dans un compte en euros, que je paye en euros. Est-ce qu'il existe un ETF qui limite le risque de change? Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est vrai que je vous disais privilégier les indices de la zone euro. Et évidemment, vous pouvez aller sur des indices en dehors de la zone euro si vous n'avez pas envie de prendre un risque de change. Et un tracker qui va vous proposer une couverture contre le risque de change. Et oui, pour répondre concrètement à votre question, nous avons sur le S&P 500 plusieurs trackers. Certains qui capitalisent, certains qui distribuent, certains qui sont libellés en euros, d'autres qui sont libellés en dollars, certains qui sont libellés en euros et qui ne sont pas couverts, et d'autres qui sont libellés en euros et qui sont couverts contre le risque de change. Et la couverture ne vous coûte rien. C'est ça qui est très important, c'est que moi j'ai souvent connu des produits qui étaient couverts contre le risque de change, dont la couverture pouvait coûter 1, 2, 3% par an, le prix de la couverture. Là, en fait, nous, on va traquer un indice qui est lui-même couvert. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons couvrir le change. Si on devait couvrir, effectivement, ça nous coûterait et on répercuterait les coûts de cette couverture sur l'investisseur. Là, on a tellement d'indices disponibles dans le marché qu'on peut décider d'aller sur du S&P libellé en dollars ou du S&P libellé en euros, donc qui est lui-même déjà reparamétré du taux euro-dollar. Donc oui, on propose bien un tracker sur le S&P couvert contre le risque de change. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonsoir. Bon, c'est vrai que théoriquement, tout fonctionne bien à la bourse. Moi, j'y crois pas. On a beau, effectivement, essuyer toutes les tempêtes financières, pour ça qui vont passer, on est toujours pris au piège, quand même. Là, ma question, hein, c'est sur les indices actuels. Les États-Unis qui grimpent depuis au moins 8 ans, je ne sais pas combien, 8, 7, 8 ans, sont en multiplié peu. Ils ont plus de 2, leur indice boursier dû à la planche à billets. Nous, en Europe, on n'avait pas cette possibilité-là. Il se trouve qu'on n'a pas récupéré ce qu'on devait récupérer. Si demain, les indices américains, ils corrigent, en général, quand ils corrigent, c'est vraiment assez brutal. Et nous, derrière, on suit. Par contre, on suit souvent à la baisse, on suit rarement à la hausse. Alors, bon, j'espère que vous n'allez pas nous rendre pessimistes, c'est-à-dire nous donner des jours noirs, expliquer que les jours seront noirs dans le futur. C'est sûr qu'on croit chez les gens, on va investir, à venir à l'économie. Je pense qu'avec le plan Macron, les gens vont revenir. D'ailleurs, c'est pour ça que la réforme fiscale a été faite. Depuis un moment, il y a une désertion quand même de constructeurs populaires. Donc, voilà, des acheteurs des actions populaires. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, en vos prévisions futures? Tu veux réagir? Dans 6 mois, on a eu une réponse, mais vous n'avez pas une réponse catastrophique. Alors, ça peut déjà commencer par s'expliquer que les indices européens sont beaucoup moins révisés que les indices américains et ils sont beaucoup moins bien révisés. C'est-à-dire que par exemple sur le CAC 40, quand on a sorti Peugeot au plus bas pour le remettre dans le CAC 40 quand il était un petit peu plus haut, il y a eu des erreurs de gestion et ça peut expliquer un petit peu la différence entre le CAC 40 et par exemple le S&P. Il y a des petites erreurs de gestion et ensuite le mode de calcul de ces indices est bien différent. Il y en a certains qui comptent les dividendes, comme par exemple le DAX. Vous allez avoir les dividendes réinvestis quand vous achetez l'indice, donc vous avez une sorte de surperformance que si vous achetez le vrai CAC normal, même si c'est pas vraiment possible si vous achetez quelque chose qui suit le CAC,
vous n'avez pas forcément les dividendes dedans, donc c'est un mode de calcul qui est différent. Aux États-Unis, si on prend Dow Jones par exemple, il va être équipondéré, donc ça veut dire que les grosses actions et les petites actions ont le même impact sur donc c'est différent. Donc le mieux c'est de créer son propre indice avec les actions qui vous paraissent bien tout en diversifiant, et là vous avez beaucoup plus de chances de créer votre propre performance sans être soumis au choix du régulateur du CAC 40, le conseil d'administration, qui va mal choisir les actions, le momentum pour ces actions. Je voudrais compléter ce que tu dis, effectivement. Je pense que l'important, c'est d'avoir le bon portefeuille, c'est-à-dire d'avoir des objectifs bien identifiés, construire un bon portefeuille. Et c'est vrai que si le portefeuille a des actifs qui ne sont pas corrélés entre eux et qu'on a un horizon de placement qui est long, effectivement, dans ce cadre-là, on peut ne rien faire et faire le dos rond. En revanche, si on a une mauvaise stratégie dès le départ avec le portefeuille, on l'a construit au fur et à mesure des news qu'on a entendues ou des recommandations qu'on a vues, là, effectivement, il faut peut-être bouger lorsqu'il y a des fluctuations, une volatilité qui sera de retour. Mais encore une fois, si au départ on a réussi à constituer un portefeuille bien équilibré, on peut se permettre d'avoir un horizon long et générer effectivement les rentabilités que j'avais évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple 10 à 7% par an. Moi je vais juste compléter, si vous voulez une réponse un peu optimiste, pas moi qui vais vous la donner. Pour moi, il faut être pragmatique. S'il y a des opportunités dans la baisse, il faut les prendre à la baisse. Si des opportunités dans la hausse, il faut les prendre à la hausse. Mais il ne faut pas se dire, bon, je vais acheter cette action parce que j'aime vraiment bien le dirigeant, il est sympa. Non, ça va être compliqué. Il faut vraiment, le plan Macron, ouais, ça peut apporter des choses. Mais quand on voit les États-Unis, la balance sheet, elle est 5 fois plus importante qu'en 2008, alors qu'en 2008, c'était la crise des crédits, là on se dit, il y a un souci à un moment donné. Donc peut-être que ce souci va péter à un moment donné. À quel moment? Pour l'instant, c'est la fuite en avant. On continue à inonder avec de l'argent. Ça peut durer 2018, donc peut-être qu'on va être optimiste en 2018, mais c'est juste recueillir pour mieux sauter, on va se faire attraper après. Pour moi, ça va être plus facile de trader la baisse que de trader la hausse actuelle. Donc, il ne faut pas rester bloqué, comme on l'a dit, prenez un tracker double short sur le CAC si vous voyez que ça décroche, parce qu'il n'y a que des mauvaises news. Parce qu'en général, quand ça décroche hyper vite, et ça ne s'arrête pas net comme ça. Donc si on voit qu'il y a un gros catalyseur qui arrive, moi, je me mettrais, j'attends juste le point de retour. Dès que ça atteint le dernier petit sommet, ça va être compliqué à voir parce qu'en ce moment, ça ne s'arrête plus. Mais voilà. Après, si on parle de situation économique, moi, je ne suis pas très optimiste malheureusement. Alors, d'autres questions? Oui, monsieur. J'allais justement vous poser la question sur les shorts. Lorsque vous êtes en short, quel est votre horizon? Vous regardez un short pendant une semaine, 2, 1 mois. Autre question, comment expliquez-vous les volumes qui diminuent alors que les prix continuent à baisser? Vous avez une explication? Pour moi, les volumes qui diminuent, c'est que soit tout le monde s'est fait accrocher, soit tout le monde est investi dans le marché à l'achat. C'est pour ça que ça baisse. Pour moi, c'est ma raison, je ne sais pas si c'est la bonne, mais on le voit, à un moment donné, il va falloir un acheteur, ça peut monter comme ça. Donc, tous les mecs qui sont des vendeurs, à un moment donné, sont fait attraper, ça va faire monter les marchés. Quand ça va que dans un sens comme ça, la volatilité sur un an, c'est quand même sur un an et demi, c'est compliqué. Après, moi, pour les shorts, tous les jours, je trade. Nous, on trade ce qu'on appelle du vrai très court terme sur les futurs. Donc là, on ne peut pas le faire sur les turbos. Parce qu'avec les costs qui sont trop chers, ça ne marche pas. Donc on est sur les futurs, il y a l'exécution, donc c'est une carnet d'ordre, c'est hyper rapide. Je parle du principe que le temps, c'est du risque. Donc souvent, je cite cet exemple. J'ai un très bon ami qui avait acheté de l'or. Et l'or, lui, fait du long terme. Il dit, bah alors là, ça monte bien, c'est génial, c'est juste avant le Brexit. Il y a la députée en Angleterre qui se fait assassiner. L'or, il fait un trou, il est à plus 5000, il ferme sa position à moins 1005. Ça, on ne peut pas l'anticiper, malheureusement. Donc il y a des news comme ça. On avait un portefeuille, nous, on travaille avec Citigroup en Allemagne, on avait un portefeuille turbo pour, je crois que c'est 2000 $ clients. Donc on a fait une performance, là on a clôturé récemment à 20%, mais à un moment donné on avait acheté du BSF, tout se passait bien, ça montait. C'est pour ça que je vous dis ça, il y a Corée du Nord qui dit on va refaire des tests, on n'est pas content, mais le truc il se fait éclater. On est sorti tout en bas, depuis le turbo il a fait plus de 1000%, nous on est sorti tout en bas. Donc moi ce que je reproche à cet environnement-là, c'est qu'on n'est pas... Le temps c'est du risque, donc on n'est pas à l'abri de se prendre une news dans la tête qui va nous faire sortir une position au plus mauvais point. C'est pour ça que je rejoins ce que disait mon collègue, c'est acheter des indices, ça va remonter tout le temps. Mais est-ce que vous n'allez pas sortir avant que ça remonte? C'est ça le problème.
Donc est-ce que vous êtes prêt à prendre une paume de X% sur votre capital? Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Donc nous, on fait du trading intraday. Intraday, ça veut dire qu'on ne garde pas de position overnight, parce que là encore, il y a des petits phrases qui, à minuit, disent une connerie, on ne sait pas pourquoi, on mange un truc de la Grèce comme il y a 2 ans. Il y a des news qui tombent, et toujours ces news elles tombent au pire moment quand on est en pause. Nous, en faisant du scalping assez rapide, on n'est pas dans ces optiques-là. C'est-à-dire qu'on arrive à rentrer et sortir assez vite, et on évite ça. Après, si on fait de la gestion de portefeuille, oui, on a fait du turbo, on a gardé les positions pendant 2 semaines. Et donc là, il fallait bien se faire un peu stop picking. C'est vrai qu'il faut vraiment bien sélectionner les actions, on les décorrélait, pour ne pas avoir toutes ces actions qui partent dans le même sens, sinon, dès qu'il y a un mouvement contre nous, on est multiplié. Donc il y a tout ça. Monsieur? Oui, j'aurais une question au sujet des investissements à long terme. Vous avez dit qu'il fallait investir sur le long terme, et c'était rentable. Par contre, il y a un exemple, les fonds de pension américains qui ont investi sur le long terme. Et ceux qui ont touché le roté, ils n'ont rien touché du tout. Ça, c'est sur le long terme. Vous voyez, c'est pas toujours gagné. Deuxième exemple en plus, moi, ça fait des années que j'ai des actions BNP. Vous voyez, quand on entend, j'ai été multiplié par 4 ou par 5. On n'a pas encore récupéré le pédestal. Vous voyez, là, des exemples, on peut bien que diversifier, c'est vrai. Bon, diversifier sur l'or, d'accord. Et par contre, l'or a baissé dernièrement. Il avait tout simplement une journée à 300 € le Napoléon, et maintenant il y a 200. C'est pas non plus un bon investissement. Alors évidemment, les actions les meilleures, ce sont les actions qui sont gérées par les familles. Alors, Qui veut réagir? Je vais réagir. En fait, je disais investir sur le long terme en gestion passive via des ETF. Parce qu'il y a un point qui est très important, c'est les frais. Il y a 2 points d'ailleurs. Il y a les frais et la stratégie du gérant. C'est-à-dire qu'au niveau des frais, on est en fait à 0,33% sur des ETF en frais de gestion. Alors que les OPCVM, donc ça c'est une étude de Deutsche Bank, et les OPCVM en moyenne on est à 2% de frais de gestion. Ça c'est les chiffres AMF. Et sur un laps de temps élevé, ces écarts de performance peuvent grignoter et détruire votre performance. L'autre point, c'est vous citiez les fonds de pension américains, toutes les sociétés de gestion ne sont pas bonnes. Beaucoup ont disparu, beaucoup ont sous-performé. Je vous rejoins totalement sur ça. Et sachez qu'en fait 80% de la gestion active n'arrive pas à battre l'indice de référence. L'indice de référence qui est traqué par un ETF. Donc, l'autre point, si on prend les exemples des gestionnaires américains, il y a aussi des gestionnaires américains qui ont performé dans la gestion indicielle. Je pense à Vanguard, par exemple, qui est l'inventeur de la gestion indicielle, qui permet justement de diversifier sur le long terme avec des frais peu élevés et sur un panier d'actions très élevé. Donc, je parlais du S&P 500 par exemple. Donc je reste persuadé qu'au niveau du placement à long terme en gestion passive, donc indicielle ou ETF, lorsqu'on a le bon portefeuille constitué, vous avez évoqué l'or. C'est vrai que l'or, vous ne pouvez pas le prendre dans une optique, je spécule à la hausse ou à la baisse sur l'or. L'or, c'est une composante de votre portefeuille. Je vous prends un exemple, par exemple, vous avez le portefeuille permanent. Le portefeuille permanent, c'est une stratégie buy and hold, c'est-à-dire vous achetez et vous conservez. Et ben, c'est une allocation d'actifs 25, 25, 25, 25. C'est 25% d'actions, donc c'est une théorie américaine. Donc c'est 25% d'actions américaines, 25% d'obligations, 25% d'or et 25% de cash. Et avec une pondération de ce type-là, vous pouvez couvrir toute situation, c'est-à-dire que vous êtes en phase de croissance, c'est les actions qui vont performer, vous êtes en récession, c'est les obligations qui vont prendre le relais, vous êtes en phase d'inflation, c'est l'or qui va être votre soutien, et si vous êtes en déflation, c'est le cash. Donc, encore une fois, il faut, à mon sens, il faut vraiment avoir un portefeuille équilibré, et faites attention aux frais et à la gestion et à la qualité du gérant si vous allez sur de la gestion active. Alors, d'autres questions avant de conclure? Je veux juste ajouter une chose, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec monsieur. Société Générale, si on achète à 140, on peut toujours attendre. Ça y est, la crise, elle était à 140, tout le monde était content en 2007. Le truc s'est tombé à 15, je crois, ou 20, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est vrai qu'on peut attendre, c'est compliqué. Eurotunnel. Ah, Eurotunnel, voilà, ceux qui ont acheté Enron, c'est encore pire. Disney, enfin, il y a plein d'exemples. Voilà, et le problème aussi, c'est qu'il faut faire attention qui vous renseigne. Parce que je vois, moi j'ai eu un rendez-vous chez mon banquier qui m'a fait rire. Il me dit, ce que je vous conseille, c'est attendez, acheter des actions. Il m'a foutu des trucs, lui-même, il s'en fiche, il veut juste la com. Donc c'est pas plus compliqué que ça.
Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, donc on investit, à quel moment on investit et pourquoi on investit. Donc là, c'est vrai que c'est pour moi, c'est le même principe ici, hein, qu'on est sur des plus hauts, là, sur les indices. Tout le monde dit, il faut acheter, il faut acheter. Est-ce qu'il faut vraiment acheter? Je sais pas. C'est ça le problème. Pour moi, c'est pas forcément la solution. Puis aussi, je vais vous donner un conseil de dernière minute. Faites le ménage dans vos portefeuilles. Avant de vous interroger sur ce qu'il faut faire dans le temps, qu'est-ce qu'il faut acheter, demandez-vous ce qu'il faut vendre aussi. C'est le premier réflexe. Parce que quand on regarde dans les portefeuilles des épargnants français, ils conservent des titres qu'il ne faut absolument pas avoir par orgueil, par, je dirais, par romantisme, on va dire à la française. Ah, j'ai acheté cette valeur, je l'aime bien, je connais ce... Ah, je l'ai acheté à ce moment-là, ça me rappelle tel temps, machin, rien. Déjà, faites le ménage. Dites-vous, est-ce que c'est important d'investir aujourd'hui sur tel secteur, sur tel indice, sur telle action? Est-ce qu'il est opportun de le faire? Si la réponse est non, vendez. Donc, épurez vos portefeuilles et après, posez-vous les bonnes questions. Mais la base, c'est de vous dire que vous n'avez pas à conserver en portefeuille quelque chose que vous n'achèteriez pas aujourd'hui. Ça, c'est une règle d'or avant de vous dire, bon, bah, sur quoi j'investis. Si vous l'avez fait, vous pouvez vous poser la question sur quoi investir demain. Très bien. Bah, merci d'être venu assister nombreux à cette conférence. Bonne soirée et à l'année prochaine.